Bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis ravie d'avoir ce temps avec toi pour collecter un petit peu de la mémoire de la bibliothèque de la Part-Dieu. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que tu es entrée à la bibliothèque municipale de Lyon et si tu te souviens de ton premier jour? Oui, alors je suis rentrée le 1er août 78 et le premier jour je m'en souviens pas vraiment, mais tout ce que je sais c'est qu'à l'époque, toutes les personnes qui rentraient devaient faire une semaine par service pour qu'elles connaissent toute la chaîne du livre. Donc j'ai fait une semaine de l'équipement, une semaine comment ça s'appelle, aux acquisitions, où on rentrait tous les livres sur des cahiers d'inventaire. Et puis voilà, et puis la salle de prêt après, voilà. Mais le premier jour, non, pas particulièrement. Et est-ce que tu peux nous décrire comment était la Part-Dieu en 1978? Alors la Part-Dieu en 78, c'était pas des départements, parce que ça c'était quelque chose de récent. Donc il y avait une salle de prêt, où tout ce qui était empruntable était dans une seule salle. Et à côté, on avait ce qu'on appelait la salle d'IG, l'information générale. Et c'était là tout ce qui était usuel, les journaux, les choses comme ça. Et puis dans les autres étages, c'était la salle régionale, comme il y a d'autres. Il y avait ma mémoire, il y avait le fonds ancien. Mais tout ça, c'était absolument pas empruntable. Il n'y avait que à la discothèque et dans la salle de prêt. D'accord. Et toi, tu as été recrutée en jeunesse? Non, moi j'ai été recrutée à la bibliothèque, tout simplement. C'était un concours qu'on passait pour être employé de bibliothèque. D'accord. Et ça consistait en quoi? Et donc c'était un concours, pendant une semaine on nous apprenait à faire des fiches de catalogue, puisqu'il y avait le catalogage, on nous apprenait à équiper les livres, on nous apprenait tout le b.a.-ba en fait de la bibliothèque. Et puis après, il y avait un concours. Donc moi j'avais passé ce concours, puis après il y avait un entretien, voilà. Et je ne sais pas si j'étais vraiment embauchée sur mes qualités de bibliothécaire, mais après coup, on m'a dit « Oh tu nous as bien fait rire », donc voilà. Donc, voilà. D'accord, bon. Tu as recruté. Bon. Et donc tu as commencé tout de suite à la Part-Dieu, tu n'as pas travaillé dans d'autres bibliothèques? J'ai commencé tout de suite à la Part-Dieu parce qu'il commençait l'informatisation de la Part-Dieu. Quand je dis l'informatisation, c'était les grandes fiches trouées, cartonnées, trouées, c'était la première informatisation, voilà. C'était au tout début. Et puis après, très vite, on est venu me chercher parce qu'en fait, c'était à l'époque où les bibliothèques avaient un petit peu d'argent et ils ont créé une brigade volante. C'est-à-dire que c'était une équipe de 4-5 personnes qui remplaçait tout ce qui était congé annuel, tout ce qui était congé maladie. Moi, à l'époque, j'étais jeune et en moto. Et donc, je partais remplacer à droite, à gauche. Et des fois, je faisais le matin quelque part, l'après-midi. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement, je trouve, bien quand on commence une profession. Parce que comme ce n'était pas informatisé, chacun avait sa propre méthode de classement, sa propre façon aussi d'accueillir les gens. Et moi, du coup, j'ai beaucoup appris en changeant, parce que il n'y avait aucune bibliothèque qui faisait la même chose. Et puis voilà, et puis quand j'ai attendu mon premier enfant, j'ai dit que je ne pouvais pas avoir, à l'époque les portables n'existaient pas, donc je ne pouvais pas avoir 36 numéros de téléphone à donner à ma nourrice. Donc j'ai demandé, je voulais travailler aux enfants, parce que justement dans mes remplacements, j'avais fait des remplacements jeunesse, et j'ai tout de suite vu que ça me plaisait beaucoup. Et puis en plus j'étais enceinte, donc voilà, donc je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir suivre ces enfants. Et donc c'est là qu'on m'a donné ma première bibliothèque enfant, c'est la bibliothèque Croix-Rousse. D'accord, voilà. Donc tu as commencé au secteur jeunesse de la Croix-Rousse. Ouais. Et alors c'était quoi le secteur jeunesse de la Croix-Rousse? Alors c'était dans l'ancienne mairie de la Croix-Rousse, 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, première bibliothèque du réseau déjà en prêt. Et comme rien n'était informatisé, c'est vrai que c'était des fiches papier. Chaque lecteur avait sa petite enveloppe avec son nom, et puis on mettait les fiches de chaque livre à l'intérieur. Les mercredis, on avait les épaules complètement laminées, mais là j'étais toute seule. Et puis de l'autre côté, il y avait une bibliothèque adulte, donc on travaillait quand même vraiment. Il fallait passer dans la bibliothèque adulte pour aller dans la bibliothèque enfant, avec des portes de cow-boy, là, de ranch. C'était rigolo, quoi. Voilà. Et donc, tu étais toute seule dans la bibliothèque enfant. Ouais. Et c'est ce qui m'a plu. Et c'est toi qui as créé cette bibliothèque ou elle préexistait? Non, elle existait déjà. Donc, elle existait déjà. Tu as acheté les collections et tu faisais des animations? Alors, à l'époque, on n'achetait pas les collections, puisqu'il y avait une personne à la bibliothèque de la Part-Dieu qui était vraiment dédiée à ça. Elle s'appelait Marie-Christine Claire et c'est elle qui achetait pour tout le monde.
Mais il se trouve qu'avec ma génération, enfin tous celles qui sont rentrées en même temps que moi et qui étaient en bibliothèque enfant, on était toutes un petit peu des pétroleuses, hein, et on a dit stop. On a dit il n'est pas question qu'on achète pour nous. Il faut être dans ses rayons, il faut être dans sa bibliothèque, dans son quartier pour connaître les envies de nos lecteurs. Donc c'était Marc Michalet qui dirigeait le secteur jeunesse. Et donc on l'a convaincu en disant, nous, les adultes avaient déjà commencé leurs offices, hein, pour choisir leurs livres, mais nous on n'avait toujours pas. Donc on a fait notre petite révolution et puis finalement il a accepté. Et puis après, on faisait après les offices exactement comme les adultes, quoi. Et dans les années 80, il y avait, est-ce que tu te souviens des autres bibliothèques jeunesse qui existaient? Bien sûr. Il y avait... Parce qu'on se connaissait tous, parce qu'on ne travaillait pas en réseau spécialement. Ouais. Ça, c'était pas quelque chose vraiment d'établi. Par contre, ce qui était bien, c'est que Marc Michalet, qui était... moi, j'ai beaucoup aimé en tant que conservateur et puis en tant que dirigeant au département jeunesse. C'était pas que le département jeunesse, c'était les enfants sur tout le territoire. On faisait l'office dans une bibliothèque différente à chaque fois et on mangeait toujours tous ensemble. Voilà, il y avait vraiment un esprit de corps, et c'est pour ça qu'on a pu faire pas mal de choses. Puis nous, c'était l'époque où la joie par les livres était en plein essor, avec Geneviève Patte, moi c'est elle qui m'a fait passer mon CFB, hein, Donc c'était, la littérature jeunesse, ça avait déjà commencé avant nous, hein, mais ils étaient un petit peu en retard à Lyon, il faut dire les choses, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Et avec l'arrivée de collègues comme Martine Chouvy, qui après dirigeait le secteur jeunesse, ça s'est vraiment bien développé. Voilà. Et donc sur le réseau, il y avait quoi comme bibliothèque? Il y avait la Guillotière déjà? Le 6e, non, la Guillotière n'existait pas. Elle n'existait pas encore? Non, il y avait donc le premier arrondissement, au moment où j'ai commencé, n'existait pas. Puisque c'était ouvert après, mais après j'y ai travaillé d'ailleurs, mais il y avait le deuxième arrondissement. Oui, le deuxième arrondissement existait. Donc ici, je me souviens très bien, j'avais fait un remplacement là-bas, et j'avais un gamin qui m'avait tout rangé par collection, les livres, oui, je me souviens bien. Et il y avait le troisième, ça n'existait pas, il y avait le quatrième, Saint-Jean, le sixième, septième, qu'est-ce qu'il y avait au septième? Si, c'était dans la mairie de Jean Massé. Non, c'était une bibliothèque adulte. Huitième n'existait pas. Et neuvième, il y avait la Duchère. Et il y avait la Duchère, oui, j'ai fait un remplacement là-bas. Et il y avait Vèze, il y avait un coin enfant, je crois. Oui, il y avait un coin enfant à Vèze. Et tout avait un coin enfant. Oui. Ah bah c'était... Vous étiez quoi, une dizaine de collègues? Oui, quand on se réunissait, on arrivait presque à 15 quand même. Parce que moi j'étais toute seule à la Croix-Rousse, mais beaucoup étaient deux. Là c'est parce que j'avais 40 mètres carrés à la Croix-Rousse, ce serait un peu... Bon, il n'y avait pas beaucoup de place, et puis il n'y avait pas de bureau à l'époque, hein, il n'y avait rien. Hein. Et tu faisais des animations? Alors justement, les animations, il y avait quelques heures du conte, mais très peu. Et puis, moi... j'ai toujours aimé ça en fait. Hein. Et à la Croix-Rousse, on n'avait pas de place. Donc il n'y avait rien qui se passait. Alors, déjà quand je suis arrivée, le nombre de classes a triplé, hein, parce que j'ai fait énormément de visites de classe avec l'heure du conte. Mais tout de suite, je suis allée voir, à l'époque, ce n'était pas des maires qu'il y avait dans les mairies, c'était des adjoints au maire. Et il se trouve que l'adjoint au maire de l'époque, on le connaissait, parce qu'on était dans la mairie, hein, forcément. Hein. Je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez, vous avez une grande salle de mariage qui ne sert pas du tout dans la journée, dans la semaine. Et moi, j'aimerais faire des animations. Il me dit, comment ça? Je dis, je ne sais pas, inviter des conteurs. Enfin à l'époque, c'était Martine Chouvy était amie avec Guy Prunier, parce qu'elle avait fait quelque chose avec lui, pas mal de choses quand elle était partie en bateau. Donc du coup, moi, j'avais envie de faire venir aussi un conteur. Et je dis seulement, moi, j'ai pas de sous, j'ai pas. Et donc, j'ai réussi quand même à obtenir un budget. Les budgets d'animation n'existaient pas. Et je me souviens, le directeur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Rocher, Jean-Louis Rocher, ça y est. Monsieur Rocher disait, elle veut faire ses petites fêtes. Et à chaque fois, Marc Michalet s'arrangeait toujours pour me sortir quelques francs, hein, à l'époque, pour que je puisse payer le compteur. Et l'adjoint au maire, lui, payait le goûter aux enfants. D'accord, voilà. Et prêtait la salle. Voilà, et prêtait la salle. Voilà, donc ça c'était les premières animations, mais c'était vraiment les premières, quoi. Donc c'était les premiers budgets d'animation, il n'y en avait pas non plus pour les adultes. adultes. Il n'y avait pas de budget d'animation en fait, ça n'existait pas. D'accord, même pour les adultes, il n'y avait pas des conférences ou des rencontres d'auteurs.
Alors, la Part-Dieu, je connaissais moins à l'époque parce que j'y participais pas du tout. Il y a eu quelques expositions quand même, il y a longtemps avec Yvette Weber, tout ça. Elle avait fait des choses quand même, mais c'était des expositions en panneaux, c'était pas des expositions muséales. Hein, voilà. D'accord. Et donc après la Croix-Rousse, tu es partie... Après la Croix-Rousse, je suis partie parce que je me suis arrêtée de travailler pendant 1 an. Et puis quand je suis revenue, je suis venue travailler dans la bibliothèque du 8e. C'était rue Saint-Maurice. Ça n'a pas été une année extraordinaire. Pas vraiment avec la collègue avec qui j'étais, mais elle était sur le départ à la retraite. Et on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses. C'est bien pour ça que je pars maintenant, parce que je m'aperçois qu'il y a toujours un fossé entre les jeunes. Voilà. Et du coup, voilà, pendant 1 an, je me suis mis un peu entre parenthèses, j'ai fait mon métier sans vraiment... voilà. Et puis comme ça n'allait pas, j'ai demandé à changer, et je faisais la bibliothèque du 1er arrondissement. Là, j'étais avec Guy Delorme, et là, on a eu 7 ans où on a fait vraiment des trucs sympas. Parce que tous les deux, on était plutôt du genre rapide, efficace, quand même, on peut dire les choses. Et du coup, on a réussi à faire pas mal de choses. Tu as un exemple précis de... Oui, parce qu'il se trouve qu'on avait, entre la bibliothèque du premier adulte et premier enfant, il y a un grand hall. Alors à l'époque, il appartenait au centre social de la condition des soins. Et puis, il a fallu, après moult, concertation, et bon, on a réussi à... Voilà, on y avait droit quelques mois quand même dans l'année pour faire des choses. Et donc, du coup, on a fait des expositions, on a fait des animations, et notamment une, moi, que j'ai... Bon, c'était vraiment bien, hein. On a fait un roman photo avec des enfants. Donc, on avait pris une classe qui bougeait pas mal dans le quartier. J'ai demandé à un photographe, qui c'était Paul Sailly, et un auteur de poésie, c'était Jean Antonini, qui était aussi notre voisin, ce qui était dans le premier, on le connaissait bien. Et puis on a fait un roman photo. Mais un roman photo, donc il y a eu d'abord l'écriture, hein, donc il y a atelier d'écriture pendant plusieurs semaines avec la classe. Et après, il a fallu tourner, bien évidemment, parce qu'il fallait faire des photos, donc on a fait un casting, et avec les enfants, mais c'était génial, franchement, enfin moi, c'est vraiment un petit bon souvenir, parce que les enfants, comme ils étaient un peu des durs, au début, ils n'ont pas pris tout ça au sérieux. Puis j'ai dit, tu sais, attention, dans la vie, on a rarement une seconde chance. Et quand on a passé le casting, il y en a qui ont continué un peu à faire, et puis ils n'ont pas été pris. Il me dit non, mais on va recommencer là. Je ne savais pas qu'il fallait. J'ai dit ah non, dans la vie on n'a pas souvent de même chose, donc tu l'as pas. On a vraiment tenu, et les gamins après c'était génial, parce que c'était une histoire avec des souterrains, des choses comme ça. On a trouvé une maison chez des personnes âgées qui avaient un grand jardin avec des souterrains justement. Donc avec les enfants, j'avais dit attention, hein, on va chez des personnes âgées, je vous veux nickel. Donc les enfants étaient arrivés briqués, et puis quand j'ai dit je ne veux pas un qui bouge. Hein. Quand on est arrivé, tous les gamins étaient tout raides comme ça, et la dame avait préparé des gâteaux, bien évidemment, et les gamins me regardaient, elle disait mais allez-y mangez. Tous les gamins me regardaient, je disais vous pouvez y aller mais doucement. Mais franchement, les gamins, ils ont tous accroché. On avait, dans l'histoire, il y avait un clochard. Donc du coup, on avait interviewé un clochard aussi. Et les gamins, le prof me dit, écoutez, ça m'a fait mon année entière pour travailler dessus. C'était vraiment bien, quoi. On a sorti donc Mystère et Traboule de Gone. Et il y a des traces ici, on l'a... Je sais pas. Il faudrait qu'elle la cherche. Je pense que Paul Sailly, le photographe, il en a une. Jean Antonini aussi. Je pense. Mais toi, tu n'en as pas gardé? Et non, j'ai pas le souvenir. D'accord. C'est-à-dire que c'était peut-être dans la bibliothèque où j'étais, mais après, comme je suis partie, voilà quoi. Et voilà, donc je suis restée au premier. Et puis on avait fait aussi en animation, on avait fait d'autres choses aussi. On avait fait pas mal d'expos. Hein. Autour de la peinture, donc j'avais demandé à une étudiante des Beaux-Arts on travaillait sur la lumière, sur les couleurs, et du coup j'avais dit, je voudrais que tu me reproduises un tableau devant les enfants, comme ça ils voient un peu tout le travail que ça demande, etc. Et pendant 15 jours, hein, tous les jours, elle venait apporter sa pâte au tableau, et les gamins, ça les intéressait bien, quoi. Et est-ce qu'il y avait déjà l'aquarium avec Paco dedans? Alors l'aquarium, il est arrivé, oui, quasiment... non, il est arrivé, on a déménagé la bibliothèque, hein, on avait tout changé parce qu'on aimait bien changer. Il est arrivé, c'est dans les années 90. Hein.
Alors cet aquarium-là, on avait mis un aquarium de 600 litres parce qu'en fait, il y avait un monsieur qui avait une boutique d'aquarium en fait et qui déposait le bilan. Il a dit, bah, si vous voulez, j'ai un aquarium de 600 litres. Alors on a dit, bon, ok, on prend. Donc on avait fait faire des montants en ferraille, parce que 600 litres rempli, ça pèse son poids. Et au début, j'avais dit à mon collègue, j'ai dit, ça serait bien qu'il y ait des poissons de la région. Grosse erreur. Parce que les poissons de la région, des carpes, des tangs, c'est des gros poissons. Et ça fait beaucoup d'éjections, quoi, on va dire. Et puis surtout, ben, ils se mangent les uns avec les autres, ils se bagarrent. Et alors les gamins, on me dit, ça va calmer les enfants. Non, les gamins, vas-y, tue-le, mange-le. Enfin, c'était l'horreur. J'ai dit, écoute, j'ai dit à mon collègue, bon, là, tu me changes ça en poisson exotique. Hein, on va calmer le jeu. Donc après, on a bu... voilà. Finalement, c'était un piranha. Et c'était pas, non, parce qu'on avait... Paco, c'était un piranha, non? Non, c'était les poissons, ils sont mauvais parce qu'on avait une tortue aussi, donc ils essayaient de bouffer la tortue. Non, c'était pas très calme comme aquarium en fait, pas du tout. Donc moi je suis partie en vacances, quand je suis revenue, l'eau avait été changée, c'était propre, c'était que des petits poissons exotiques. Voilà. Donc je sais pas encore s'il y a encore, les premiers. L'aquarium, je crois, je sais pas. Il y était il y a 2 ans, ouais, mais le poisson qui était dedans, il est mort il y a 2 ans. Parce qu'on en avait plusieurs, mais je pense que ça avait, oui, il y avait pas mal. Mais bon, voilà. Mais c'était, soi-disant pour calmer les enfants, mais bon, non, pas trop. Ça les excitait. Non, pas trop. Et après la bibliothèque du premier, alors? Après la bibliothèque du premier, en fait, de la bibliothèque du premier, toujours dans le cadre des animations, j'avais changé de collègue, et puis j'étais une collègue qui était pas mal dans tout ce qui était, comment ça s'appelle, les ONG. Et elle me dit, tiens, ça serait bien, pourquoi on ne ferait pas un truc autour de l'ONG? Alors, moi, je n'étais pas franchement branchée dessus, mais par contre, tous éditent quelque chose. Je dis, tiens, on n'a qu'à faire un truc autour des éditions de tous les ONG. Et en fait, on a téléphoné à vraiment tous les organismes, partout, tout ce qui existe à Lyon, et puis même en France. Et en fait, tout le monde a répondu présent. Donc on s'est aperçu que ça remplissait un manque. Mais sauf que c'était tellement énorme que ça dépassait tout à fait le cadre de la bibliothèque du premier. Donc je suis allée voir le directeur de l'époque, qui était Patrick Badin. J'ai dit, on a un problème parce qu'on s'est lancé dans un truc et là ça déborde. Parce qu'on ne pouvait pas faire ça à la Pardieu. Alors il dit, oui, mais à la Pardieu, les salles d'expo n'étaient pas très prises. Donc il a dit, ok, on se met sur les Pardieu. Donc on avait pris plein de tables à la ville, bien sûr. Il me dit, mais à ce moment, on ne fait pas que ça, il faut aussi faire des conférences. Donc là, on a été aidé par, elle s'appelait Françoise Costil, celle qui s'occupait du département société à l'époque. Et dont elle avait un mari qui s'occupait justement d'ONG comme ça. Voilà, et là on a fait toute une série, donc là c'était une grosse manifestation pendant tout le week-end, il y a eu ce festival des livres humanitaires, ça s'appelait le festival des livres humanitaires, rencontre du livre humanitaire ça s'appelait. Et c'était en quelle année? Tu te souviens à peu près? C'était il y a 20 ans, oui, facilement. Puis donc des conférences pendant tout le week-end et ça avait très très bien marché. On s'est dit on le referait, puis finalement on l'a pas refait parce qu'on a fait d'autres choses quoi. Donc ça je l'avais fait en travaillant dans le premier. Et puis après ça m'a donné du goût en fait à faire plus de choses. Et c'est pareil, j'ai dit tiens si on faisait une exposition ce serait rigolo sur les monstres. Et c'est pareil. Quand on commence à demander aux gens, ça prend des proportions énormes, c'est pareil, je dis, on va pas avoir la place de le faire le premier. Donc c'est pareil, je suis allée redemander au directeur, est-ce qu'on peut pas faire dans les salles de la Pardieu? Il a dit, faut voir, finalement c'était accepté. Mais là du coup, c'était les grandes salles, c'est quand même 350 mètres carrés à équiper, c'était pas du tout... Et je me suis fait aider, il se trouve qu'il y a une conteuse qui s'appelle Agnès Chavanon. Son mari, Claude-Pierre Chavanon, faisait un peu de scénographie. Et du coup, j'en avais parlé à Agnès, elle me dit, tiens, vois Claude-Pierre, il peut t'aider. Et effectivement, donc il m'a aidé, il avait la première scénographie en fait. Avec, on avait fait des monstres, on avait fait des glaces déformantes pour que ce soit les enfants qui se transforment en monstres, on avait travaillé dans le fond ancien, avec le fond ancien, on avait limité, pas l'humain, les monstres, on avait dit uniquement dans les personnages, dans les animaux, des choses comme ça. Et puis voilà, et puis c'était vraiment ma première exposition de type muséal, parce qu'on a emprunté beaucoup à l'extérieur. Puis j'avais travaillé avec l'école Émile Cole, avec pas mal de partenaires.
Et cette première exposition-là, en plus, on a fait un catalogue avec Albin Michel. Bon, et là, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà. Donc c'était Monstre Moi. Monstre Moi, oui. Et du coup, ben voilà, donc là, j'ai demandé à... Et je me suis aperçu aussi que pendant cette exposition-là, c'est qu'on n'avait pas d'aide au niveau de la part Dieu, pas de logistique. Et ça, c'est terrible, parce que quand on travaille en bibliothèque de quartier, qu'il faut assumer son travail quotidien, plus une exposition, bon, là, j'y ai gagné mes premiers cheveux blancs. Donc, donc j'avais proposé donc à Patrick Bazin, je dis moi je voudrais monter un service animation. Il me dit mais oui mais vous ne serez pas commissaire. Je dis mais je m'en fiche, moi à chaque fois je découvre un nouveau sujet, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais que la logistique ça manque énormément. Et voilà, il a bien réfléchi pendant au moins 6 mois quand même. Il me dit ça n'existe pas en France. Je dis bah non mais moi je veux bien monter le premier service animation en France. Et voilà, c'est ce qui a été fait. C'était en quelle année 93. 93, d'accord. En 93, tu quittes le premier et les secteurs jeunesse pour monter le service animation à la Part-Dieu. Et alors, le service animation, c'était... Toute seule. Toute seule, Toute seule. d'accord. Mais petit à petit, j'ai grignoté. Il y avait une collègue qui écrivait les fiches en fait, du fonds ancien. Donc, c'est des choses qui disparaissaient petit à petit. Donc, j'ai dit, bah, tiens, viens avec moi. Et puis il y avait deux monteurs d'exposition, mais qui étaient là, voilà, qui c'était pour arranger des choses. C'était pas vraiment, enfin c'était des monteurs d'expo quand même. Si, ils faisaient un petit peu de choses. C'est pareil. Bon, au Tu départ, te souviens de leur nom? Oui, bien sûr. C'était Jean-Marc Morel et puis Gilbert Duchesne. D'accord. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Et puis je les ai rattachés au service. Et puis il y avait aussi une personne qui s'occupait de l'audiovisuel, mais qui est partie à la retraite, et on en avait embauché un autre qui s'appelait Philippe Royer. Et c'est pareil, comme on travaillait avec la vidéo était importante, et du coup, je l'ai rattaché aussi à mon service. Voilà. D'accord. Et voilà, après on a fait une vraie équipe pour pouvoir... et il se trouve que la première exposition, donc... c'est pas la première exposition. La première animation qu'on m'a demandé de faire, c'était un collègue qui est malheureusement plus là, qui s'appelle Claude Simonet, qui s'occupait de la musique et qui faisait un cycle de musique qui s'appelait Musique Azimut. Et je me souviens, c'était un 17 mars, c'était fête à Saint-Patrick. Et il me dit, écoute Sylvie, bon alors maintenant tu t'occupes de ça, voilà, moi je voudrais inviter des musiciens, je voudrais que ça fasse un peu pub, tout ça. Alors c'était mon premier truc, alors j'avais mis un jeu de fléchettes, j'ai acheté des bières, des vieilles tables qu'on avait, bon. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on faisait un truc un petit peu comme ça mis en scène à la Part-Dieu. Et il me dit, oh, c'est génial, c'est super bien, il n'avait rien eu à faire, quoi. Il m'avait dit juste, voilà, il faut les payer, moi je m'étais occupé de tout, voilà. Il y avait une personne à la Part-Dieu aussi qui s'occupait de ça. Bon, qui n'est plus là maintenant aussi, qui est partie à la retraite depuis très longtemps, c'était Annie Marula. Et elle savait faire les contrats. Donc du coup, elle m'a montré comment on faisait. Et puis après, moi, j'ai pris la relève par rapport à ça. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai repris ce service-là, je suis partie de zéro, j'avais juste l'envie. Et qu'à l'époque, on nous payait souvent des formations. Et pas que des formations liées complètement à son boulot pénible. Et voilà. C'était des formations, bon, moi j'ai fait de l'anglais, j'ai fait des histoires de l'art, j'ai fait la sophrologie, bon, enfin c'était des trucs incroyables. Et du coup là, j'ai demandé tout ce qui avait lieu par rapport aux expositions. Et donc j'ai eu pas mal de stages à l'école du patrimoine, chose que maintenant on ne paye plus. Hein. Donc, et puis sur la sécurité, sur la scénographie, sur les lumières, vraiment sur plein de choses qui étaient indispensables pour faire des expositions de type muséal, parce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et ça fait que, à la sortie de mes 2-3 premiers stages, notre directeur, Patrick Bazin, me dit bah, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, on va faire une exposition sur la comptabilité. Je dis je vous remercie pour ma première exposition. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un sujet qui me branchait franchement. Et en fait, le commissaire était extraordinaire. C'était Victor Bérard, qui avait un cabinet d'experts comptables. Et avec lui, c'était terrible parce que c'est un collectionneur fou aussi. Et on a raconté sur la comptabilité à partir des comptes de Potier-Gaulois jusqu'aux premières les machines à calculer là, qui tournent. Et il connaissait tout, quoi. Tous les livres anciens, il me disait « Oh Sylvie, ça c'est l'histoire d'un petit comptable, je vais vous la raconter, elle est passionnante. » C'était incroyable, quoi. Et on a fait cette première exposition, ça s'appelait « Le miroir du marchand ».
Et c'est comme c'était quelqu'un qui venait du monde quand même finance. Hein. Donc on a eu des sous c'était la banque Neuflies-Berger. Enfin je ne connaissais pas, mais après on m'a expliqué que ça ne gère que les grosses fortunes. Donc c'est normal que je ne la connaisse pas. Et bon, et un jour la comptable m'appelle, elle me dit Sylvie, j'ai reçu un chèque de 350 000 francs, qu'est-ce que je fais? Je dis vous encaissez. À l'époque, on pouvait encaisser. Ah oui, donc les premiers mécénats, c'est toi. Ouais. Et c'était incroyable. Hein. Et puis, il connaissait tout le monde. Par exemple, à un moment, il me dit faudrait trouver le tableau à Lille, parce qu'il y a les compteurs d'argent, c'est important pour l'histoire, etc. Et Stéphane à Lille, en fait, ils avaient fermé la bibliothèque, enfin le musée, parce que pour restauration. Il me dit comment? Attends. Mauroy, ouais, c'est. Et on a eu le tableau. J'ai dit bon, voilà, on était sur Mais par contre, comme j'ai été confrontée à tout ce qui peut être possible dans une exposition patrimoniale, dans une exposition de type muséal, du coup, tout de suite, j'ai mis en pratique ce que j'avais appris en théorie. Du coup, c'est rentré très vite, en fait. Hein. Et j'étais confrontée aux transporteurs d'œuvres, enfin, vraiment, c'était... Moi, j'ai adoré. Et puis, en plus, l'exposition était vraiment pas ennuyeuse. Hein. Bon, on a quand même emprunté la tapisserie de la Dame à la licorne, comme au musée de Cluny. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. Ouais. Donc non, c'était bien pour cette première expo. Voilà, ça m'a vraiment appris mon métier, quoi. Puis donné envie vraiment d'en faire plein d'autres. Hein. Et alors, parmi toutes les expositions que tu as montées, il y en a d'autres qui t'ont particulièrement marqué? Est-ce que tu peux nous parler un peu? Alors, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait le petit chaperon rouge et Alphabet, mais il y en a sans doute d'autres. Non, mais c'était bien, on s'est régalé. Hein. L'Alphabet, c'est vrai que c'était un beau travail avec l'école Émile Cole. Et donc, chaque lettre... on avait donné une lettre différente par étudiant. Et c'est vrai que comme les étudiants, il y en a qui sont plus sur la BD, il y en a qui sont plus sur le côté art, plus sur l'illustration. Ça fait que chaque lettre était complètement différente. Et dans chaque lettre qui était monumentale, il y avait des vitrines pour mettre les ouvrages. Donc c'était vraiment une expo vraiment sympa. Puis là, c'était une jolie collaboration avec Émile Cole. Et le petit chaperon rouge, c'était pareil, parce que là, au niveau déco, on s'est régalé, quoi. Bon, on avait vu avec les espaces verts, ils nous ont planté une forêt, qu'il fallait arroser un peu régulièrement. Mais on a fait une vraie forêt. Et puis, pareil, avec l'école Émile Cole, on avait renouvelé. Ils nous avaient peint sur les murs. Enfin, ils avaient fait... Bon, puis moi, moi qui adore la déco, on avait fait, les petites fenêtres, les petits rideaux. J'avais fait des tartes aux fraises en pâte de sel. Enfin, bon, voilà. C'est vrai qu'on s'est régalé. Et puis je travaillais avec Martine Chouvy, on s'entendait bien, donc c'était une belle collaboration et on s'est régalé. Hein. Est-ce que, c'est une petite parenthèse, mais est-ce que tu peux me parler un peu du département jeunesse dans ces années-là, de ton point de vue? Alors c'est vrai que moi, là, du coup, j'ai jamais travaillé au département jeunesse. Et quand tu travaillais avec Martine Chouvy, c'était essentiellement avec Martine Chouvy? C'était uniquement dans le cadre des animations. Des expositions, voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'avec Martine, c'est avec elle qu'a commencé la collaboration entre plusieurs, de travailler ensemble en réseau. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de choses. Comment ça s'appelait? Bébé Boukine. Voilà, on a commencé avec Bébé Boukine. Il faut savoir que donc Bébé Boukine, c'est l'ancêtre de ce que tu fais là, du printemps des petits lecteurs. Voilà. Et en fait, je me souviens très bien quand on faisait pas mal d'éditions. Et donc, on avait fait une petite brochure, Bébé Boukine, avec tous les ouvrages sur un thème pour les petits. Et on s'est dit, il faudrait bien qu'on fasse des animations. Mais j'étais obligée de supplier les collègues, leur dire, t'inquiète pas, on va te donner de l'argent pour en faire. Et elle disait, oui, mais c'est du travail. Mais c'était très difficile. Je me souviens, on s'est vraiment bagarré pour faire rentrer, pour vraiment faire quelque chose en réseau. Bon, il y a quelques bibliothèques qui sont parties avec nous, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose d'évident. Voilà, pas du tout. Et donc, tu avais une partie édition dans Il y avait une grosse partie édition, qu'il n'y a plus du tout maintenant, mais parce qu'à chaque exposition, il n'y avait pas d'exposition virtuelle. Ouais. Donc, il fallait faire une trace papier. Et c'est vrai que la trace papier, c'est important, quoi. Et comme on n'avait pas d'argent, donc à part Monstre Moi, où là, j'ai réussi à démarcher plusieurs éditeurs, et puis c'est Albin Michel qui avait accepté de faire une coédition. Mais sans ça, il y a eu aussi avec Gérard Corneloup, qui a monté un service édition. Donc là, ça a commencé, où il y a eu avec... Ah, ça y est. Les éditions où il y a...
ça y est, Thierry Renard. Et alors ces éditions, on n'a fait qu'à la faire tout ça avec ces éditions. Et ben voilà, j'ai un trou de mémoire. Bon. Et donc là, il y avait quand même pas mal d'expositions qui avaient des catalogues, et c'était toujours pareil, une coédition avec un éditeur. Et comme ça, ça revenait moins cher à la bibliothèque. Et puis les Amis de la Bibliothèque, qui était une association qui à l'époque avait un peu de sous et qui faisait un petit peu de choses, nous finançait les éditions. Donc c'était moitié Amis de la Bibliothèque et moitié l'éditeur. Et puis c'était une façon d'avoir une trace papier. Alors quelquefois on avait moins de sous, par exemple il y en a fait une grande exposition sur le journal intime. Moi que j'avais beaucoup aimé, c'était un énorme travail parce que le journal intime c'est pas un sujet facile et que je suis allée chercher tous ces journaux intimes et j'ai dû écouter tous ceux qui me le prêtaient. Et c'est quelquefois ça a été difficile parce que c'était des histoires quelquefois qui étaient difficiles. Mais et là on n'avait pas les sous pour éditer. Donc on a, c'est moi qui, les commissaires faisaient les textes et c'est moi qui faisais la mise en page. Et c'était de l'édition, pas imprimée, c'était plus de la photocopie en nombre. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas en faire beaucoup. Mais les moyens n'étaient pas extraordinaires. Il faut dire les choses. C'est que on faisait pas mal d'expositions, mais ça reposait énormément sur mon engagement. C'est-à-dire qu'on ne sous-traitait rien, on faisait tout nous-mêmes. Les moteurs d'exposition, on faisait un travail et ils continuent, ils construisent tout. Et même si j'ai changé d'équipe, à chaque équipe, c'est vrai, il y avait beaucoup, vraiment tout le monde a mis beaucoup. Et puis il y a la vidéo qui est arrivée après dans les expositions, c'est pareil, c'est tout fait maison. Mais les budgets étaient vraiment minuscules, sous Patrick Bazin, il faut dire les choses. Et c'est vrai qu'avec Gilles Boli, il a ouvert de grands yeux, il dit « Mais comment vous avez pu faire autant d'expositions avec si peu ?» On a mis beaucoup de nous. Et puis voilà, et là, les budgets ont été multipliés par 3, ça a été plus confortable. Et plus confortable, pas pour faire plus de choses, pas du tout, mais c'est pour faire un produit fini, plus léché. C'est-à-dire que les textes, c'était pas de la photocopie collée sur un Cadapac, c'est des textes qui sont imprimés sur des supports multiples et variés. On fait appel à des graphistes pour faire les textes. Voilà, on a monté en qualité, en fait. C'est surtout ça. Et est-ce que il y avait une reconnaissance nationale de cette spécificité lyonnaise, d'avoir ce service exposition et ces compétences-là? National, faut pas. T'intervenais pas ou t'as pas eu de... Si, 2 fois j'ai fait des formations. Une fois à Metz et puis une fois. Mais je ne pense pas que je sois très doué non plus pour ça. Chacun son métier. Voilà, chacun son métier. National, non, mais je sais que par exemple, je connaissais bien les collègues de la BNF qui s'occupaient des expos. Et je me souviens un jour, il y avait un colloque sur les expositions, justement. Et donc j'y vais. Et à ce moment-là, je vais visiter l'exposition en cours, parce que c'est vrai que moi, faire des scénographies, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est sur le plan aussi privé. Je suis habile de mes mains et j'aime bien faire des plans, travailler sur les couleurs, mais je vais aussi beaucoup regarder les expositions chez les autres, et on prend toujours de bonnes idées ailleurs. Et donc, je vais voir leur exposition, et à ce moment-là, je croise celle qui s'occupait des expos, et je me disais « Ah, je présente Sylvie Boutet, alors elle fait des expositions avec rien. Alors, demandez-lui comment il faut faire. Moi, je ne sais pas faire. » Voilà, c'était un peu ce... Voilà. À la BNF, c'était un peu comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous livrer ton meilleur souvenir et le pire? Et le pire, en fait, je n'ai pas tellement de pire. Sauf une fois, mais c'est plus rigolo qu'autre chose. Donc je m'occupais pas que des expositions, mais aussi des conférences, et notamment d'un cycle de poésie. Et on avait un auteur, dont je me souviens plus le nom, on m'avait dit, tu sais, il est un peu versé sur l'alcool, mais connaissant pas trop ce problème à l'époque, d'ailleurs. Quand il m'a demandé un verre de vin, je lui ai dit, oh non, après. Et en fait, une fois qu'il était sur scène, ça lui a tellement manqué qu'il est resté à peine une demi-heure sur scène, puis il est parti. Et moi, je l'ai pu, sauf que je suis quand même responsable de mes intervenants, bien évidemment. Et puis, il y avait plusieurs auteurs qui venaient, donc après, on les emmenait au restaurant. Et j'ai dû faire tous les bars de la Pardieu pour retrouver
mon auteur. Une fois que j'ai retrouvé, j'ai dit vous montez dans ma voiture, parce que les autres étaient déjà partis, donc j'ai pris ma voiture pour l'emmener au restaurant. Je me suis garé sur le trottoir pour l'emmener au restaurant parce qu'il n'y avait pas de place, et quand je suis revenue, eh ben, j'avais un PV, voilà. Bon, c'est pas vraiment un pire, mais c'est vrai que je me suis dit je ne vais pas faire ça tous les soirs, voilà, faire les bars. Sans ça, est le meilleur. Toutes mes expos, franchement, je me suis amusée. Enfin, ça commençait toujours par de grosses angoisses, et puis après, une fois que ça roule, c'est bien. Mais le meilleur qui m'a donné vraiment beaucoup d'émotions, on avait invité un auteur qui s'appelait Alain Jouffroy. Oui, c'est lui. Et en fait, bon, il travaille beaucoup sur Rimbaud et Verlaine, et il se trouve que Patrick Berard, qui s'occupait de l'écrit Parade, qui travaille aussi sur ce sujet-là, bon, on discutait tous les deux, on a l'impression que les deux auteurs étaient... Bon, je dînais avec eux, et on a l'impression que les deux auteurs étaient vivants. Et puis à un moment, il se tournait vers moi, puis il me dit, vous savez, j'ai ma belle-fille qui est morte aux États-Unis. Alors déjà, oui, et en fait, c'était incroyable cette histoire. Il me dit, ben voilà, ma fille, c'était la fille de sa femme, faisait une thèse sur la non-violence aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis pour finir sa thèse, et elle a été assassinée par un black américain, et qui a été condamné à mort. Et il m'a dit, comme elle faisait sa thèse sur la non-violence, on n'a pas voulu qu'il soit condamné à mort. Donc on est allé aux États-Unis, on est allé voir De Gaulle à l'époque, qui a dit qu'il ne pouvait pas intervenir comme ça. Mais quand même, par rapport aux ambassades, ça s'est fait, sa peine a été commuée en perpétuité, et nous avons correspondu avec lui tous les mois pendant des années. Et il est parti plus tôt, enfin il est sorti de prison plus tôt, il y a une réduction de peine, il est devenu pasteur. Et ça m'a, franchement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup ému, et qui m'émeut encore beaucoup, quoi. Voilà. D'accord. Et donc depuis les années 80, donc ça fait quasiment 40 ans. Ouais, ça fait 40 ans. C'est ça. 78, Est-ce que tu as vu une évolution des publics et une évolution de la bibliothèque? Enfin, comment tu pourrais nous dire ce qui, pour toi, a le plus changé? Les gens sont plus exigeants de toute façon partout. Mais comme le travail a changé, j'ai des souvenirs, moi en 70 quand je commençais, par exemple, quand je travaillais à la Croix-Rousse, on n'avait pas de bureau à l'époque, donc tous les jours, à 5 heures, on était derrière la banque et on faisait notre thé. Et on achetait des petits gâteaux avec les collègues. Le public venait, enfin les lecteurs venaient, ils disaient « Oh, excusez-moi, je ne vous dérange pas, c'est l'heure du thé, mais je vous ai apporté des gâteaux pour aujourd'hui. » Et ce n'était pas des histoires, c'était incroyable. Non mais je ne m'imagine pas ça maintenant, ça c'est évident. Boire le thé dans la salle. Mais j'ai aussi fait du tricot dans la bibliothèque, parce que moi, à Vèze, quand j'étais en remplacement, il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis les collègues, voilà, donc j'étais en moto, et je me tricotais, je me suis fait un grand pull pour ma moto, et du coup, les gens venaient vers moi, me disaient « Ah, vous faites quoi comme point? Je vais vous en apprendre un autre, et tout. » Mais mine de rien, c'était aussi une relation avec le public qui était complètement différente, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que le public est plus exigeant. Et puis, autre chose aussi, c'est que maintenant, les collègues, on est tous derrière les ordinateurs. Et qu'il y a toujours des ordinateurs qui bloquent entre le public et nous, en fait. Et je pense que c'est un gros barrage, je pense. Mais voilà, après, je ne peux pas trop parler du public, parce que moi, je suis plus au public depuis 25 ans. Donc, ce serait que des impressions, et qui ne seraient forcément pas justes. Mais en tout cas, quand j'étais au public, on avait une autre relation, franchement. Et c'était même avec les enfants. Maintenant, on ne peut plus rien faire, mais les enfants, moi, je sais que fallait que ça fonctionne. Donc, s'ils venaient avec les mains sales, ils repartaient pour se laver les mains. S'ils venaient excités, ils faisaient 2 fois le tour du quartier. Je ne voulais pas les voir tant qu'ils n'étaient pas rouges, cramoisis. Mais les gamins, ils adoraient. Et puis, ils aimaient bien, de toute façon, les gamins, ils aiment les barrières. Mais maintenant on ne peut plus. Quand ça allait pas, je disais vos mains, hop, ils avaient le droit au livre sur les mains. Enfin bon, moi mais ils adoraient. Ils adoraient. Ah oui. Pour te dire, c'est qu'une fois à la bibliothèque du Premier, il y avait un monde fou, et puis ça commençait à chahuter au fond. Alors moi je dis maintenant on parle comme dans une messe, mais moi dans une église, moi je me mets à hurler, je dis dans 5 minutes je viens et ça castagne. Et puis je continue, puis j'ai pas le temps d'y aller. Alors ça a dégénéré, donc il y a une dame qui s'en est mêlée. Et mon gros dur que je connaissais bien, je le vois partir de la bibliothèque en pleurant. Alors je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et la dame, écoutez, excusez-moi, vous n'avez pas eu le temps de venir, alors je m'en suis mêlée. J'ai dit d'accord, je vais le voir, je dis pourquoi tu pleures? Elle me dit il n'y a que toi qui as le droit de m'engueuler, pas les autres.
Donc c'est bien qu'il y avait un rapport affectif de toute façon. Bon, voilà. Donc non, c'est vrai que maintenant on ne peut plus rien faire. Bon. Et au-delà de l'ordinateur physique dans les salles, est-ce que le numérique, l'audiovisuel, etc., ça a changé aussi peut-être dans la mission avec les expositions? Est-ce que ça a pris plus de place? Est-ce que l'équipe s'est l'audiovisuel, étoffée? forcément, ça prend une place. On ne peut pas faire une exposition maintenant sans audiovisuel. Hein. Parce qu'avant, d'abord, on n'en avait qu'un technicien, maintenant ils sont deux et demi même. Et puis, une exposition sur l'audiovisuel, on a loupé le coche, quoi. Enfin, c'est pas possible. Hein. La dernière que j'ai fait, qu'on a fait, hein, c'est Martin Luther King. Bon, l'audiovisuel était on ne plus présent, quoi. D'une part, il y a l'audiovisuel, ça peut être du documentaire pour expliquer le sujet qu'on raconte. Ça peut servir de décor, c'est ce qu'on a fait pour Martin Luther King, où c'était important pour la marche de Washington. Moi, je voulais qu'on marche à travers des écrans vidéo. Ils l'ont refait sans aucun problème. Et puis, il y a aussi, quelquefois, c'est des montages vidéo, carrément, hein, qui retracent, quelquefois, c'est chronologique, hein, sur les œuvres de quelqu'un ou sur sa vie, quoi. Donc là, ça demande à chaque fois un montage particulier, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, donc là, en 2018, puisque c'est pour la mémoire de la Part-Dieu, l'équipe animation, de qui elle était composée, avec les noms des personnes qui travaillaient avec toi? En 2018, là? Ouais, quand tu prends ta retraite. Quand je prends ma retraite. Et donc, du coup, nous sommes 7. Hein. Donc, il y a 2 personnes et demie à la menuiserie, au montage d'exposition. Mais là, c'est la construction, hein, ils font tout. Hein. Bon, voilà, on leur fait des plans, tiens, je voudrais ça, ils le font. Quelquefois, même ils aident. De toute façon, la scénographie, c'est vraiment un travail d'équipe parce que moi, j'ai des idées, puis après, ils me disent, oui, mais ça serait mieux si on faisait comme ça, parce que techniquement, je dis, ok, pas de problème. Donc, il y a 2 personnes et demie à la construction, 2 personnes et demie à l'audiovisuel. Alors, je cite les noms. Ouais. Donc, pour qu'on s'en à la souvienne. menuiserie, donc, Jean-Pierre Maison, Laurent Tironi et Bruno Desmurs. Ensuite, donc à l'audiovisuel, ils sont 2 et demi aussi, donc c'est Fabrice Gendron qui nous filme actuellement, Adrien Napolitano et Bruno Desmurs qui est donc à cheval sur les 2. Et puis avec moi, qui s'occupe actuellement de tout ce qui est planning et tout ce qui est donc relation, logistique, animation, Part-Dieu et territoire, c'est Fabienne Guinet. Voilà. Et après mon départ, il y aura une autre personne qui sera à mi-temps, donc il y a un demi-temps en plus la personne qui me remplace. D'accord. Voilà. Grosse équipe. Grosse équipe, mais il faut voir que les animations, c'est devenu... j'ai l'impression, hein, le cœur quand même. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que nos élus, s'il n'y avait pas les animations, les expositions, ils ne viendraient jamais dans nos murs. Hein. Il faut dire les choses. Voilà. Tu sais combien il y avait d'animations Non. cette année? Non, t'as Non, pas. j'avoue que je ne suis pas dans les comptes. Moi non plus. Je crois que c'est 3000, mais... C'est énorme parce que déjà, tout ce que fait Jeunesse, de toute façon, puis les heures du compte, il y a tout ce truc. Il y a tout le travail du service du public aussi, hein, qui est les heures de la découverte, les visites premiers pas, c'est énorme. Plus les conférences, c'est quand même 5 jours par semaine, voire 5 jours par semaine, c'est ça. Non, c'est quand même énorme. Hein. Et à chaque fois, on se dit, le public, il va diminuer, mais non, moi je trouve pas. Il y a des conférences, le public, c'est difficile de public de toute façon, parce que des fois on fait des super trucs et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'était pas le bon jour parce qu'il fait trop beau, il y a une grève de train? C'est difficile de dire qu'on va accrocher un public. Mais quand même il est toujours là, moi je trouve. Donc c'est important, c'est important. Et pour conclure notre entretien, qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir des bibliothèques? Tu penses qu'on va vers quoi, ou il faudrait qu'on aille vers quoi? Le multimédia, de toute façon, est de plus en plus important, on le sait. Hein. Parce que le livre, on dit toujours qu'il va disparaître, mais non, moi j'y crois pas. Par contre, pour avoir testé la liseuse, je trouve que c'est drôlement bien, quand on lit au lit. Parce qu'on s'esquinte moins le dos. Ça,
C'est pratique, ça pèse moins lourd et on en met plus. Donc ici, on n'en est toujours pas à la liseuse, je crois pas. Il y en a dans les nouvelles Si, bibliothèques. dans la nouvelle bibliothèque. Et non, mais le livre sera toujours là, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais je pense que les animations, ou du moins les ateliers, vont se développer de plus en plus parce que les enfants, on ne peut plus les tenir tranquilles voilà, sur des choses. Il faut faire des choses, quoi. Enfin, il me semble. Voilà. Mais bon, après, moi, j'ai pas trop d'avis parce que je suis sortie quand même avec les animations. On sort aussi du côté bibliothéconomique, en fait, des choses. On n'est plus dans les salles, on n'est plus sous le public. Et parler du public quand on n'y est pas, je trouve que c'est un peu difficile. Voilà. D'accord. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ou quelques souvenirs, ou quelques... Non, enfin bon... Quelques expos qui t'ont particulièrement marqué, ou dont la construction a été... Ouais, De l'ombre à la lumière, ça avait été une exposition... on avait appris plein de choses, travaillé sur plein de nouveaux matériaux, mais qui avait été l'enfer. On l'a reculé 3 fois la date d'ouverture. C'était une exposition sur quoi? De l'ombre à la lumière, donc on partait de l'imprimerie. Donc c'était de l'ombre à la lumière dans tous les domaines, c'est-à-dire dans l'imprimerie, c'était du manuscrit jusqu'à la caractère d'imprimerie, voilà, où là on passait à la lumière avec après les imprimantes, etc. Il y avait la médecine, où on passait, on avait pris le tableau de Rembrandt, l'opération où il y avait le Vézal. Enfin, le Vézal, c'est un livre de médecine très connu, où il y avait le b.a.-ba, enfin, de la médecine de l'époque. Bon, c'était le XVIe siècle, mais et jusqu'aux radios, où on avait exposé plein de radios, en fait, de scanners, des choses comme ça. Dans tous les domaines. Alors, il y avait aussi dans l'électricité, forcément. Donc, on est passé de la bougie à... Donc, on avait travaillé beaucoup avec le Musée de l'Homme à Paris. Musée de l'Homme, avec Musée des Arts et Traditions Populaires. Non, c'était très intéressant. C'était une exposition qui avait été initiée par qui? Par 2 personnes. Alors, que je me souvienne bien, en moment avec mes mémoires, elle s'appelait, son nom de famille c'était Sicard. Oh là là. Mais c'était des bibliothèques? Non, c'était les chercheurs CNRS. D'accord, donc en fait les expositions, elles n'étaient pas forcément liées avec nos collections. Sauf que, bon, on s'arrangeait toujours pour prendre, par exemple, quand on parlait de la médecine, bon, les radios venaient pas de chez nous, mais par contre, tous les livres de médecine, ils étaient de chez nous. Quand on parle de l'imprimerie, des découvertes de l'imprimerie, forcément, il y a des choses qui viennent de chez nous. Et à chaque fois, quand même, c'est le prétexte, c'était quand même de montrer nos collections. Mais forcément, pour raconter une histoire, pour qu'elle ait un début et une fin, nous, on ne possède pas tout, donc on empruntait ailleurs, bien évidemment. Mais les commissaires d'exposition, c'était pas forcément des conservateurs des départements? Ah non, pas du tout, non. On a eu des historiens, des experts comptables, des chercheurs, CNRS, des collectionneurs. Non, pas du tout. Donc c'était quasiment ton service aujourd'hui, il est presque plus lié à la bibliothèque qu'il était au départ? Ou tu avais plus un fonctionnement de musée au sein de la bibliothèque? On l'a toujours. Ça, les expositions de type muséal, la prochaine qui va ouvrir au mois de décembre, c'est l'exposition Jeux. Oui. C'est quand même une exposition, même si dans le jeu, il y a forcément, on va jouer. Sans ça, ça serait difficile de parler du jeu sans jouer. Mais quand même, il y a quand même un peu d'historique, puisqu'on emprunte des choses à Gadagne, des choses comme ça. Donc il y a quand même une partie muséale. Mais bien évidemment, c'est de plus en plus, l'interactivité y est de plus en plus, quoi, bien sûr. Mais parce que c'est le thème qui veut ça. Bon, là, après, en 2019, je sais que c'est sur une exposition sur la musique. Il y aura forcément aussi de l'écoute de musique, forcément. Mais il y a quand même le côté patrimonial, le côté muséal, parce qu'on va montrer des choses qui se faisaient avant. Donc, les expositions, c'est quand même un prétexte pour mettre en avant notre patrimoine. Ça, c'est sûr. Alors, quelquefois, le prétexte est ténu, c'est tout petit, et on élargit autour. Mais quand même, au départ, c'est ça. Et la proposition est faite quelquefois par les collègues de la bibliothèque, mais souvent par l'extérieur. Parce que c'est des rencontres. Je me souviens, on avait fait une grosse exposition La Cassagne qui avait été incroyable, cette exposition. C'était vraiment aussi c'est un bon souvenir parce qu'on avait travaillé avec Philippe Artière, qui est chercheur au CNRS, et qui travaille depuis des années sur le fond La Cassagne et la bibliothèque. Et puis un jour, il a fait une conférence à la bibliothèque, il a rencontré Patrick Bazin, et je me dit, pourquoi vous ne ferez pas une exposition? Pourquoi pas, et on a fait l'exposition et on a eu un succès fou parce qu'on parlait de crime. Alors là, l'anthropologie criminelle, ça marche.
super bien. Et ça, c'était une belle expo, la Cassagne aussi. Un énorme travail, mais une belle expo. Tu te souviens de l'année? Non. Moi, je suis pas très bonne en On date. le cherchera. Mais il y a un catalogue qui existe. D'accord. Voilà, il suffit de taper sur les Expo La Cassagne. Est-ce qu'il y a Lyon. d'autres souvenirs ou anecdotes que... Non, c'est toutes les expositions ont leurs souvenirs, leurs galères. Bon, moi, la seule chose qu'on n'a pas parlé là, c'est que ça faisait partie du travail, c'était la régie d'œuvre. Parce que la Bibliothèque de Lyon a des fonds extrêmement riches. Et on lui emprunte des manuscrits, des gravures, des incunables, des dessins, voilà. Enfin, des dessins, on n'en a pas énormément, on en a quelques-uns, mais on en a énormément. On en prête. Et moi, je m'occupais de la régie d'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter du patrimoine français, parce que là, ça fait partie des collections de France, sans accompagner les œuvres dans les musées. Donc, je me suis vraiment forcée à accompagner les œuvres. Surtout quand c'était Chicago, New York, Jérusalem, voilà, ça c'était bien. D'accord, et c'était une partie de tes missions. Ça c'était une partie de mes missions et surtout c'était aussi très formateur parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient le même métier que moi. Et du coup je fais partie d'une association qui s'appelle l'AFROA, l'Association française des régisseurs d'œuvres. Et on fait tout le même métier, donc du coup c'est plus facile aussi. Après quand je demande à emprunter dans des musées comme le Louvre, tout ça, c'est vrai qu'on ne nous a jamais refusé parce qu'il se trouvait que je connaissais les régisseurs. Donc c'est aussi stratégique, voilà, de faire partie de ce genre d'association. Mais c'était un travail qui est vraiment agréable, voilà. Mais et puis on découvre à chaque fois plein de musées étrangers, c'était bien quoi. Je ne vais pas me plaindre, c'était bien. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà, j'espère que je suis audible.